Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la première fois que nous vous rencontrons. Vous êtes candidat dans la 4e circonscription du Var pour le Front National. Tout à fait. Alors vous êtes énarque et vous êtes humoriste. C'est rare que les deux aillent ensemble, généralement. C'est vrai, ou alors parfois c'est involontaire. On a quelques exemples. Oui, alors bon, voilà, je suis passé en effet par Sciences Po, par l'ENA. J'ai fait essentiellement quand même beaucoup de postes dans la haute administration, en ministère, en collectivité locale. Je me suis aussi attaqué au secteur privé et je me suis rendu compte des difficultés quand on essaie de monter une petite entreprise. J'ai aussi en effet brûlé un peu les planches en amateur, plus ou moins éclairé, les gens pourront juger. Voilà, donc je crois que vous savez, on n'a qu'une vie et je crois qu'il faut essayer de faire voilà ce qu'on a à un moment envie de faire dans tous ces types d'engagement. L'engagement politique en est un aussi d'ailleurs. Alors dans votre vie, en 2014, vous êtes présenté au municipal d'Avignon. Tout à fait. Et avant, vous avez été 10 ans directeur général des services de Levallois-Perret, c'est le fief de monsieur Balkany. Tout à fait. Donc si un jour il y a les championnats du monde des coups tordus, vous pensez postuler? Vous savez, j'étais là-bas, j'étais directeur général des services. Un directeur général des services, ça gère, comme le nom l'indique, les services municipaux. On était dans une ville, je crois que tout le monde en convient, qui est devenue une des villes les plus recherchées d'Île-de-France, qui est une ville qui est reconnue pour sa sécurité, pour sa propreté, pour ses faits divers ce qui est fait pour les enfants. Après, voilà, moi j'étais chargé de ça. Après, vous savez, un directeur général des services ne remplit jamais les déclarations d'impôts de son maire. Non, mais c'est souvent en complicité. On en a eu ici, je vous rassure, dans le Var. On connaît bien l'histoire des directeurs généraux. C'est souvent très proche quand même du pouvoir politique. On est proche, vous savez, moi, c'est très simple. Il y a eu, moi, parce que ça, évidemment, on va l'entendre et le réentendre pendant la campagne. Je me fais aucune illusion. J'étais là pendant 10 ans. Ça fait maintenant bientôt plus de 6 ans que j'en suis parti. Je ne regrette pas, c'est un moment extrêmement intéressant de ma vie. Il y a eu en effet un certain nombre de choses qui ont été reprochées à mon ancien patron. Pour ma part, je n'ai jamais été ni inquiété, ni entendu, ni quoi que ce soit pendant cette période. Voilà. S'il y avait un problème, je pense qu'avec les différentes enquêtes qu'il y a eu, on le saurait. Bon. Aujourd'hui, vous êtes directeur général des services de Fréjus, voilà, qui est dans une autre circonscription que celle où vous vous présentez. Tout à fait. Et vous avez un brevet de parachutage? Oui, alors bon, ça je sais aussi, ce sont des choses. Premièrement, alors, il faut savoir que quand vous êtes directeur général des services d'une ville, vous ne pouvez pas vous présenter dans la circonscription qui relève de cette ville. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous l'avez dit, moi j'étais à Avignon, je dis des choses très clairement, j'étais à Avignon, j'ai passé 3 ans à cheval entre les deux, et je me suis rendu compte que, à un moment, ça tenait plus. Vous savez, je crois que pour faire de la politique, il faut aussi avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre entre sa vie politique, sa vie professionnelle et sa vie privée. Et à un moment, quand ces équilibres sont rompus, ça ne marche plus. Donc j'ai souhaité me réinvestir à 100% dans le Var, et Marine Le Pen m'a fait l'honneur de me confier la 4e circonscription, de mener le combat dans cette circonscription, qui est quand même à côté oui, c'est à 15 de là où je travaille, c'est pas trop loin. Et puis vous savez, je crois que depuis, je suis conseiller régional aussi depuis 2015, je travaille à côté, je connais bien les problématiques du Var, du tourisme, de l'agriculture, de la viticulture. Et je pense que, en plus j'ai eu un père qui a longtemps été élu dans une petite ville pas très très loin d'ici, donc je pense que éventuellement je suis parachuté, oui, mais j'ai atterri. Bon, on va venir à ce qui nous concerne aujourd'hui, les élections législatives. Est-ce que le départ de Marion Maréchal Le Pen ne risque pas d'affaiblir un peu la dynamique qu'on pouvait sentir autour du Front National, surtout dans le sud-est de la France? C'est sûr qu'il y a une tristesse, on peut pas le nier. Moi-même, je suis assez affecté. Je comprends son choix. Elle a fait un choix pour des raisons personnelles, c'est une mère de famille, pour aussi des raisons assez courageuses de dire moi je veux pas être toujours dans le confort, je veux me confronter à la vie active, donc je le respecte pleinement. C'était sans doute pour elle le moment de le faire, alors il n'y a jamais de bon moment. Et bien sûr, je crois qu'on est nombreux à regretter son choix, mais on le respecte, et puis on est sûr qu'elle nous reviendra à un moment ou un autre. Alors, c'est vrai que il y a des gens qui se disent « oulala, Marion est partie », c'est vrai qu'elle nous a énormément apporté, mais nos idées demeurent, notre combat demeure, et je crois que oui, on a un petit sentiment bien sûr, de tristesse, on sent, vous savez, moi j'ai 50 ans, c'est un peu étrange pour quelqu'un de 50 ans d'être orphelin de femme qui en a 27, mais je crois que voilà, on a nos idées qui nous mènent, et nos idées qu'on va continuer à défendre sur le terrain, et je crois qu'on va être reboosté
très très vite avec cette campagne législative qui approche. Alors justement, pour les législatives, quels sont les grands thèmes de votre campagne? Vous savez, il faut déjà savoir faut déjà savoir le contexte dans lequel on est. Soyons clairs, quand les Français élisent un président, généralement, ils lui donnent, si ce n'est une majorité absolue, du moins une majorité relative. Donc nous allons être très clairement dans une opposition. Vous avez à côté les Républicains, alors c'est un peu compliqué, il y en a qui sont en marche avant, en marche arrière, en surplace, en rétropédalage, enfin c'est un peu compliqué à suivre, mais qui disent on va avoir une majorité d'alternance, ce qui n'est pas possible, ou alors ils disent sinon on sera une opposition. Je ne comprends pas comment on peut être une opposition demain à quelqu'un qu'on a fait élire hier. Ils ont fait élire M. Macron, nous sommes dans une opposition nette, claire, sans compromission. Ça ne veut pas dire que c'est une opposition stupide. S'il y a des projets intéressants, bien évidemment, nous les voterons. Mais sur un certain nombre de points, notre position est connue, elle est claire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons représenter la seule opposition crédible à M. Macron. Et d'ailleurs, c'est le souhait de la majorité des électeurs de la 4e circonscription qui ont passé Marine Le Pen en tête au premier tour et au deuxième tour avec près de 52%. Alors, il y a peut-être une pierre d'achoppement qui est le fameux sujet de l'euro. Quelle est, vous, votre position par rapport à ce sujet? Écoutez, je crois que les choses ont été dites pendant cette campagne. Je crois qu'en effet, on peut regarder sur les chiffres, l'euro a été un frein lourd pour l'économie française depuis 2002, très clairement. Maintenant, on a constaté aussi que beaucoup de gens n'avaient pas envie de sortir de l'euro. Ça leur faisait peur, ça les inquiétait, à titre personnel ou à titre de chef d'entreprise. Très clairement, c'est un constat. On l'a vu, c'est indéniable. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu est d'abord de ne plus rester dans cette Union européenne qui est un carcan, c'est-à-dire de renégocier. Il ne s'agit pas de sortir de l'Europe, il s'agit de renégocier quelque chose. Mais le problème, vous savez, quand tout le monde dit on va renégocier, mais nous, Marine Le Pen a été jusqu'au bout. Quand vous arrivez à une table de négociation, comme veut sans doute le faire M. Macron, en disant il y a des choses à renégocier, mais quoi qu'il arrive, je ne bouge pas, je ne change rien, je resterai là. Vos arguments et votre pouvoir de persuasion est quand même un petit peu limité. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu est de ne pas perdre notre souveraineté vis-à-vis de l'Union européenne. Voilà, je crois que c'est important. Et je crois que sur l'euro, mais il faut aussi tenir compte du souhait et des craintes exprimées par les Français. Plus spécifiquement sur la 4e circonscription, on a une fâcheuse tendance à croire que le tourisme domine ce tissu économique. Pour autant, si on regarde des villes comme Le Cannet, comme le Luxe, c'est peut-être pas obligatoirement ce qui prédomine. Comment vous voyez cet équilibre entre un tourisme à tout crin et un tissu économique qui aurait peut-être besoin de se développer? Alors là, ça peut être assez long, je vais essayer de faire court. C'est sûr que le tourisme est un élément essentiel, est un élément majeur. Mais il y a aussi l'agriculture et notamment la viticulture qui représente des emplois en nombre et vraiment une source en plus de croissance économique. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez des services et vous avez aussi des entreprises qui sur le territoire peuvent se développer, qui ne sont pas forcément les plus connues, quoi qu'il y en a un certain nombre. Et vous avez vraiment un tissu économique. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'une part ne pas freiner le développement de l'attractivité touristique. Au contraire, il y a des vrais enjeux pour sortir de la saisonnalité, pour sortir du seul tourisme de plage, même si celui-ci est important. Et je me battrai aussi par rapport au décret plage, ça c'est une chose qui est importante parce que c'est en train de plomber notre attractivité. Il y a d'autre part en effet tout ce qui est agriculture et viticulture qui est un point important. Il faut aussi attirer des entreprises, attirer des services, il faut des zones d'activité pour ça, avec une crainte, et ça aussi c'est un enjeu, je pense, de la prochaine mandature, c'est ce mouvement vers la métropolisation. Et quand nous sommes, comme dans la 4e circonscription, entourés de 3 grosses métropoles finalement, si on prend une acception large du territoire, on a 3 grosses métropoles en dessus et autour de nous, et il faut faire très attention à ce que le mouvement pour la métropolisation, qui est un petit peu la tendance de M. Macron, même franchement, n'en vienne pas à nous vider de notre économie et de nos entreprises, parce que tous les moyens seront mis dans les métropoles. Et ça, c'est un vrai enjeu du prochain mandat. Mais rassurez-moi, vous n'en êtes pas à être Gironde? Quoi ? Non, pas du tout. Mais je crois qu'à un moment, il faut respecter nos collectivités, il faut respecter leur pouvoir. Et au contraire, moi, je suis vraiment pour que l'État joue un rôle de stratège, bien évidemment, mais n'intervienne pas partout. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis très choqué de voir qu'on est en train de recentraliser petit à petit. Tous les maires se rendent compte, moi je travaille en collectivité locale, tous les maires se rendent compte aujourd'hui qu'on a un État qui n'accompagne plus et qui est de plus en plus pesant,
qui est de plus en plus contraignant, de plus en plus lourd, voilà, et qui est de plus en plus un frein aux initiatives économiques, qui est un frein au final à l'emploi. Les exemples abondent. Donc je crois qu'il y a vraiment un État qui doit retrouver sa place d'accompagnateur, et je suis aussi très inquiet par cette métropolisation et aussi cette tendance aux intercommunalités à marche forcée qui, petit à petit, enlève du pouvoir à nos maires, qui sont quand même le pivot, et ça c'est quelque chose d'important pour nous, qui sont vraiment le pivot de nos territoires, y compris dans les villages, garant de la ruralité, garant de la proximité. Et je trouve qu'à un moment où on parle de la proximité dans les circuits courts, par exemple en agriculture, où on parle des futures énergies, qui seront aussi des énergies de proximité, eh bien on en soit à éloigner les centres de décision des citoyens. Et je crois que là aussi, un gros enjeu va être de maintenir le pouvoir de nos communes et le rôle de nos maires demain. C'est essentiel. Puisqu'on parle de développement économique, quelle place laissez-vous aux nouvelles technologies ? Notamment très haut débit, qui serait, à mon sens, un facteur de développement économique. Aujourd'hui, c'est très clair, sans très haut débit, à un moment, ça vous bloque complètement le développement économique. Quand je vois en sillonnant les routes de la circonscription que je me retrouve dans des zones blanches, qu'il n'y a pas moyen de passer un coup de téléphone, qu'il n'y a pas moyen de recevoir quoi que ce soit, etc., c'est sûr que ça ne va pas encourager le développement d'entreprises. Mais ça, c'est le rôle de l'État ou le rôle du conseil départemental ? Alors, tout le monde c'est un peu confus d'ailleurs là-dessus, parce que tout le monde intervient là-dessus, le conseil départemental intervient, le privé intervient, l'État intervient un petit peu. Enfin, attendez, le privé intervient quand on est en habitat vertical dense, voilà, et qui peuvent retirer un bénéfice immédiat, mais quand on est en zone rurale, c'est à ce moment-là nos impôts qui payons les investissements, alors que ce sont toujours les mêmes opérateurs qui en récupéreront les bénéfices. Ce sont les mêmes, je ne sais pas s'ils récupèrent énormément de bénéfices, ce sont les opérateurs, et c'est vrai qu'en zone rurale, etc., ils n'y vont pas, ou alors ils y vont dans 30 ans. Ah, voilà, ils n'y vont pas parce qu'il n'y a pas justement de gain à faire. Et ça, c'est le sens aussi du service public. C'est la même chose sur le maintien des services publics de proximité. Aujourd'hui, l'accès au très haut débit, l'accès au numérique, va devenir un service public de proximité essentiel. Donc il y a sans doute de nouveaux partenariats à mener, avec peut-être des techniques que je ne connais pas. Il y a sans doute des nouvelles techniques aussi aujourd'hui pour permettre une couverture élargie du territoire. Ça, c'est quelque chose sur lequel il est important de se pencher, parce que demain, sans haut débit, c'est un frein au développement économique, mais au sens large. C'est un frein, bien sûr, à l'installation d'entreprises, mais ça sera aussi un frein au tourisme, par exemple. Une dernière question. Le département du Var est très proche de la frontière italienne. On voit qu'il y a des flux migratoires aujourd'hui. Vous êtes de racines chrétiennes au Front National. Comment expliquer cette schizophrénie entre ces racines chrétiennes où le pape appelle à tendre la main et un parti dont vous êtes membre qui, au contraire, a tendance à jeter l'anathème sur ces gens ? Il ne s'agit pas de jeter l'anathème. Je veux dire, ce sont des gens qui, s'ils viennent, généralement, ce n'est pas une partie de plaisir. Ils ne le font pas par plaisir. Ils le font parce qu'ils souffrent dans leur pays. Et très clairement, on ne jette pas l'anathème dessus. À un moment seulement, il faut se rendre compte de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où nous avons déjà des problèmes d'intégration et d'assimilation énormes, avec l'immigration légale, entre guillemets. On a des véritables problèmes de communautarisme. Donc faire venir de plus en plus de personnes sur notre sol, comme souhaite d'ailleurs le faire M. Macron, puisqu'il a félicité Mme Merkel à l'époque, n'est sans doute pas une solution, n'est même certainement pas une solution. Ça ne fera que renforcer les problèmes pour les Français, mais aussi pour ces personnes qui vont venir, à qui nous n'avons rien à offrir. Il y a, là-dessus, c'est vraiment un sujet essentiel, il y a une vraie politique à voir qui n'a pas été menée, c'est une politique de co-développement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que soyons clairs, les Syriens ne représentent qu'une infime minorité aujourd'hui des migrants. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ces personnes qui sont en situation de détresse chez elles ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces personnes se noient ? Moi, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué. On a dit, mais regardez, c'est horrible, tous ces gens qui se noient en Méditerranée. Mais ils le font malheureusement parce qu'ils sont incités à fuir et parce qu'ils ont l'impression que l'Europe va les accueillir. Si on remettait des zones démilitarisées sous contrôle de l'ONU sur les côtes libyennes, qui devient une zone de non-droit, malheureusement, à cause d'une politique étrangère française très aventureuse, et bien avant M. Hollande. Donc, si on arrivait à faire cela, si on arrivait à faire une politique de co-développement, moi j'ai travaillé à une certaine époque sur la coopération en Afrique notamment, et je suis très sensible à cette politique de co-développement. Ce n'est pas en disant « venez, venez » qu'on va résoudre les problèmes de la France et les problèmes de ces personnes qui viennent, bien au contraire, on va faire que les accroître. Donc je crois que tout ça est très conciliable, ce n'est pas l'anathème,
c'est d'essayer d'être raisonnable et d'essayer de trouver des solutions pérennes que l'accueil en masse de migrants n'est pas. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne campagne. Eh bien, je vous remercie. À très bientôt. Nous allons essayer, au revoir.